sur moi, mais je suis quelqu'un de très égocentrique, peut-être je vais encore ajouter d'autres détails sur moi-même, au lieu de Jules Verne sur l'espéranto. Mais avant de commencer de parler de ces personnages douteux pour moi-même, j'ai pensé à mentionner quelqu'un dont le nom est peut-être inconnu pour vous. Petr Ginz. Petr Ginz était tchèque. Il est mort à l'âge de, je crois, 15 ans. Il était à peu près l'âme franque tchèque. Et son papa, Ottar Ginz, après la Deuxième Guerre mondiale, a émigré en Israël et est devenu une des colonnes du mouvement espérantiste en Israël. Vous m'aiderez pour si je me trompe de date, est-ce que c'était en février 2003 qu'on a eu cet accident de la navette spatiale américaine? Je crois que c'était en 2003. Et sur cette navette spatiale, déjà c'est une entreprise un peu vernière, il y avait aussi un cosmonaute ou astronaute israélien qui avait amené avec lui un dessin de Petr Ginz. Petr Ginz était espérantiste, comme son papa, donc en tant qu'enfant, il avait appris l'espéranto. Et il était aussi vernien, donc comme beaucoup d'entre nous. Tout en étant enfant, il a tout lu en tchèque, ce qu'il a pu lire de l'œuvre de Jules Verne. Et il a commencé à écrire lui-même dans un style vernien. Donc quand j'ai vu qu'on m'invitait ici pour parler de Jules Verne et de l'espéranto, je me suis dit que dans la vie de Jules Verne, en fait, c'était une période assez courte quand il s'occupait d'espéranto. Donc c'est un lien assez tenu qu'on peut identifier quand on parle de Jules Verne et de l'espéranto. Mais il y a quand même peut-être quelque chose de plus fort, plus tenace, quelque chose qu'on retrouve par la suite dans l'esprit de beaucoup de gens, que Jules Verne et l'espéranto peuvent occuper les mêmes espaces mentaux, comme c'était le cas pour Petr Ginz. Et voilà, ça c'était la première idée que j'ai eue. Je me suis dit, tiens, c'est peut-être caractéristique que c'est une idée saugrenue qui, à première vue, n'a rien à voir avec notre sujet. Tout comme la deuxième idée que j'ai eue, qui est tout de suite présentée à mon imagerie mentale, notamment, chaque jour, quand j'arrive au boulot, moi je suis traducteur à la Cour des comptes européenne de Luxembourg. C'est une institution européenne, mais moins connue que la Commission, le Parlement, le Conseil. Nous sommes que 900 à peu près, dont 140 traducteurs. Donc, tous les jours, quand j'arrive et que j'entre dans notre bâtiment principal, je vois à la droite une petite statue. Petite, non, pas si petite que ça, donc c'est une figure humaine à peu près de taille normale. C'est un garçon qui est assis sous une chaise, mais prêt à partir dans une position comme ça. On voit l'énergie de l'enfant de 12 ans qui va sortir. Eh bien, cet enfant, il s'appelle Jules Verne. Donc, si vous allez à la Cour des comptes européenne, la première personne qui vous salue, c'est Jules Verne, à l'âge de 11 ans et demi, quand il était prêt à partir pour s'embarquer sur les 3 mâts à la Coraline. Comme on se souvient d'une phrase de Jules Verne, que je ne citerai pas par cœur, mais que j'ai notée. Je ne puis voir partir un navire sans que tout mon être s'embarque à bord. Je ne puis voir partir un navire sans que tout mon être s'embarque à bord. C'est le désir de l'enfant de voir autre chose, de partir, de connaître le monde. Donc je me demande bien qu'est-ce que ça cherche à rentrer de l'institution européenne, notamment la Cour des comptes, qui est certainement censée être un des endroits les plus ennuyeux, sinon de l'univers, mais au moins de l'univers européen. Bon, je ne vais pas dire ça parce que j'ai signé des contrats aussi à mon travail, de mieux parler qu'en bien de l'Union européenne, etc. C'est vrai. Et oui, pour corriger un peu ce que je viens de dire là-bas à la Cour des comptes, nous œuvrons à ce que votre argent de contribuables européens, serve uniquement à des fins nobles et qu'il soit bien utilisé, etc. Et donc, comme je mentionne aussi, nous sommes peut-être 130 sur les 900 qui sont traducteurs. Donc nous sommes dans un univers plurilingue
Nous ne sommes pas dans un univers espérantiste, sauf les mercredis à 13 h, quand les espérantophones de Luxembourg se retrouvent justement à la cantine de la Cour des comptes espérantistes. Et donc forcément, chacun d'entre eux passe à côté de la statue de Jules Verne. Et d'ailleurs, je peux vous livrer la solution de ce mystère. Pourquoi Jules Verne se retrouve là-bas? C'est un hasard. J'aurais dû chercher le nom de l'artiste, mais il y a une bonne dizaine d'années, un sculpteur, une sculpteuse, est-ce que ça veut dire en français? Je ne sais pas. Sculptrice, pardon, oui. Oui, je dois aussi vous demander pardon si j'ai fait des erreurs, je ne suis pas francophone d'origine, j'ai appris la langue plus tard. Donc, une Française qui a fait une exposition chez nous, à la Cour des comptes, il y avait une dizaine de statues, dont, par exemple, Jean-Paul II. Et après, elle a fait don de plusieurs statues, 3 ou 4, à la Cour des comptes. Donc, Jules Verne, pas de problème. Jean-Paul II, il était dans le couloir et ça gênait les personnes. Qu'est-ce que Jean-Paul II, le pape, fait dans l'espace public européen? Et il y a eu toute une discussion. La deuxième étape, c'était qu'on a déplacé Jean-Paul II dans le jardin. Et quelqu'un a dit, oui, mais on peut toujours voir le pape de la rue, et on se demande qu'est-ce qu'il fait dans le jardin d'une institution publique. Donc, troisième étape, on a laissé le pape dans le jardin, mais on l'a déplacé à ce qu'on ne puisse pas le voir de l'extérieur. Donc, je dis toujours que, donc, par rapport au pape, Jules Verne est une figure incontestable. Ou alors peut-être que personne n'a jamais bien regardé de près qui était ce garçon-là. Donc chaque fois que j'ai un visiteur qui vient pour la première fois, je fais le test. Est-ce que vous avez une idée de qui est cette statue? D'habitude les gens ne savent pas, mais quelquefois avec un peu d'aide, il arrive à deviner qui est ce personnage. Et je crois que ça ne s'est jamais produit qu'une fois que je dis que c'est Jules Verne, quelqu'un ne sache pas qui est Jules Verne. Peut-être que c'est moins le cas que quand j'étais enfant, mais je crois que Jules Verne continue à être un des écrivains les plus connus et les plus lus dans le monde entier. Tout à l'heure, j'ai fait des photos ici, avec mon smartphone. Bonjour. J'ai envoyé ces photos à une collègue qui, elle, travaille à la Cour de justice. Elle me répond que sa fille aînée est en train de lire Jules Verne et qu'elle lit tout ce qu'elle peut de Jules Verne. Donc je me dis, si une fille polonaise de 10 ans lit en 2020 Jules Verne, tout n'est pas perdu. Et comme nous avons vu à l'exposition, pour les Italiens, il s'agit encore de Giulio Verne, pour les Hongrois, il s'agit souvent de Verne et Dula, et je ne sais pas ce qu'en font les Polonais, peut-être qu'il y a aussi une forme polonaise pour Jules Verne, mais il conserve sa popularité. Et il conserve cette popularité aussi bien parmi les espérantistes. Et donc c'est un peu bizarre qu'on n'ait pas plus de traduction en espéranto de ses œuvres. Mon explication, si c'en est une, c'est que Jules Verne a été traduit en tellement de langues qu'on n'a pas tellement besoin d'une traduction en espéranto. Tout le monde peut le lire en polonais, tchèque, danois, norvégien, en hindou, etc. dans sa langue. Donc peut-être c'est quelqu'un dont on a moins besoin en espéranto que d'autres auteurs. Effectivement, quand on parle de littérature espérantiste, c'est parce que vous avez été assez gentil de m'introduire en tant qu'un spécialiste de littérature espérantiste. Souvent, on dit que une des raisons d'être de la littérature espérantiste, qui peuvent être originales, écrites en espéranto, mais aussi traduit, c'est justement d'être un facteur d'entraide intellectuelle, de faire connaître les autres cultures. Donc si on traduit vers l'espéranto, souvent on choisit des œuvres qui sont très caractéristiques de leur culture. Et pour Jules Verne, je ne dirais pas qu'il n'est pas caractéristique de la culture française, mais Jules Verne, il est tellement universel. Si on pense au voyage extraordinaire qui se passe partout dans le monde, je crois que presque tout le monde perçoit Jules Verne comme un personnage universel, mondial. C'est pour ça qu'on l'adopte, qu'on lui donne des noms dans sa propre langue. Moi-même, je dois vous avouer, quand je vois Jules Verne, quand je lis un texte de Jules Verne en français, je me dis bizarre. Bizarre, c'est en français. Pour moi, Jules Verne devrait être en hongrois. Quand j'étais enfant, j'ai lu peut-être une quarantaine de romans de Jules Verne.
tout ce qui existait en traduction hongroise. Et donc pour moi, Jules Verne doit être en hongrois. Hein, tout ce qui est écrit en français ou en autre langue, c'est pas vraiment Jules Verne. Et pour moi-même, je vous ai averti que je viendrai à moi-même comme sujet existentiel et central. Je ne serais pas là aujourd'hui sans Jules Verne, et peut-être je ne serais pas non plus au Luxembourg. Donc quand j'étais enfant, je crois que ça a commencé à l'âge de 9 ans, je ne sais pas quel était le premier Jules Verne que j'ai lu. Malheureusement, je ne sais plus, mais je sais encore qu'une fois Jules Verne terminé, chaque fois j'allais à la bibliothèque de l'école pour en prendre un autre. Et mon problème, c'était que la bibliothèque de l'école s'ouvrait seulement 2-3 fois par semaine. Donc si j'ai terminé mardi et que ça s'ouvrait seulement mercredi, j'étais en manque. Et heureusement que notre prof, donc celle qui s'occupait de la bibliothèque, était aussi notre prof de littérature. Donc elle a compris le problème. Et quand elle me voyait dans le couloir, elle me demandait « Tu en es où? Tu as déjà terminé ?» Et je dis « Oui, presque. Alors tu peux venir avec moi choisir un autre maintenant. » Et elle m'a ouvert la bibliothèque pour moi-même seulement. Donc pour moi, Jules Verne reste aussi le synonyme d'un accès exceptionnel, d'une priorité que pour moi. J'entre dans le sanctuaire de littérature grâce à Jules Verne, parce que notre prof compréhensive a bien compris que j'avais besoin de ça. Mais non, c'était seulement le début. Donc je commençais à lire Jules Verne, et même s'il était écrit en hongrois, comme ça se doit, c'était plein de noms bizarres qu'on n'arrivait pas à prononcer, même pas à lire. Donc j'ai compris qu'il existait une langue qui s'appelait langue française, et que contrairement au hongrois et contrairement à l'espéranto, il n'y a aucun rapport entre ce qu'on dit et ce qu'on écrit. On dit qu'est-ce que c'est, donc normalement, si on dit qu'est-ce que c'est, ça devrait être normalement, non, on devrait écrire qu'est-ce que c'est. Voilà, ça devrait être ça, non? Et alors, j'ai commencé à apprendre plus tard le français, et on m'a dit non, je vais faire dans ce cas-là. Il va y avoir un Z après le S dans ce cas-là. Comment? Il va y avoir un Z après le S. Oui, mais je ne voulais pas faire. Pas les traumatismes. Oui, effectivement, et on va mettre un Z aussi. Bon, vous connaissez, je ne vais pas risquer de faire des copies maintenant. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit d'une façon complètement bizarre. Donc, Jules Verne, pour moi, c'était aussi la première fois où j'ai vu. Alors que l'espéranto, c'est tellement simple. Qu'est-ce que c'est? Oui, aussi. Donc j'ai compris, et heureusement que ces éditions hongroises étaient assez bien faites. Donc à la fin de chaque ouvrage, il y avait une liste des noms utilisés avec les prononciations approximatives en hongrois. Et même quelquefois, pas souvent, mais il y avait quelquefois un petit résumé de principes de prononciation française. Ça, c'était extraordinaire. Et donc, souvent, dans les notes aussi, on expliquait, par exemple, qu'une lieue nautique était, je ne sais pas combien de mètres, parce qu'aujourd'hui, j'ai oublié. 4 km le lieu. Lieu, oui. Lieu, c'est 4 km. 4 km. Oui. À l'époque, je savais encore, mais j'étais jeune et ma tête était plus utilisable qu'aujourd'hui. Donc, ça ouvrait tout un univers, et après peut-être une dizaine de romans, je commençais à pouvoir deviner comment on prononçait ces noms-là. Donc, j'ai eu ma petite première introduction à la langue française. Et bon, il y avait aussi d'autres impressions. À l'époque, je commençais à lire une BD allemande et je voulais comprendre ça aussi. Donc, il y avait ces deux impressions. Mais donc, c'est pour ça que j'ai commencé à apprendre les langues, parce que j'ai compris qu'il y avait certaines choses qui n'existaient pas en hongrois ou qui n'existaient pas de la même façon. Et voilà, et j'étais peut-être déjà un futur traducteur. Mais en fait, je le suis devenu plus tard, toujours grâce à Jules Verne. Donc, ayant lu à peu près tout ce qui existait de Jules Verne, en hongrois, j'ai dû constater, parce qu'entre-temps, j'ai vu la liste entière des œuvres de Jules Verne, publiées dans un livre hongrois, j'ai constaté que les adultes me trompent. En hongrois, cette série s'appelait les œuvres complètes de Jules Verne, mais avec une quarantaine, une cinquantaine de romans. Et dans la liste, j'ai bien vu qu'il existe, je ne sais plus combien, d'ouvrages de Jules Verne, 80 à peu près. 62 romans. 62 romans, merci. Ah, donc quand même, si j'avais lu à l'époque 40, c'était déjà bien parti. Mais donc dans cette liste,
j'ai vu qu'il y a des romans qui n'ont jamais été traduits en hongrois, et d'autres qui ont été traduits mais n'ont pas republiés après la Deuxième Guerre mondiale. Et quand j'ai vu qu'il y a des romans qui ne sont pas traduits, donc d'abord je me disais, quel peut être le but de ma vie? Ça pourrait être écrire des romans comme écrivait Jules Verne. J'ai essayé. Je crois que encore j'ai un manuscrit de ça, c'est de passer dans un Luna Park de Budapest, ça n'avait rien à voir malheureusement avec les univers verniens, mais bon, vaguement c'était de l'inspiration vernienne. Mais moi-même, j'avais déjà assez d'esprit critique à l'époque pour voir que c'était pas de Jules Verne. Donc j'ai vite fait ma conclusion que le deuxième meilleur choix que je pourrais faire dans ma vie, ça serait de traduire Jules Verne. Et le résultat serait un texte en hongrois de Jules Verne. Et puisque dans ma tête, de toute façon, Jules Verne, c'est en hongrois, je serais comme Jules Verne. Je serais celui qui a produit le texte de Jules Verne. Donc je ne sais pas si j'ai vraiment réfléchi jusqu'à ce degré à l'âge de 12 ans, mais je me souviens de cette espèce de décision que je devrais traduire. Et donc c'était toujours grâce à Jules Verne. Je vous ai averti que ça serait un petit peu égocentrique, mais si je suis là, c'est grâce à ça. À la même époque, presque, j'avais 12 ans, j'ai appris l'espéranto, et c'était l'autre facteur sans lequel je ne serais pas là, dans la vie où je suis. Bon là, je vous épargne peut-être les détails, mais j'ai travaillé 10 ans en tant qu'espérantiste professionnel. C'est une espèce d'animal assez rare, et encore plus rare aujourd'hui. Quand je l'ai fait entre 1992 et 2002, nous étions une douzaine à travailler à Rotterdam, au siège de l'Association mondiale de l'espéranto. Aujourd'hui, il en reste 2, 3, je ne sais pas exactement, donc ils sont avec des contrats à mi-temps. Malheureusement, c'est en train de disparaître. Mais donc, j'ai été assez longtemps espérantiste professionnel. Ce n'est pas une peine assurée. J'aurais mieux aimé être peut-être écrivain, mais je n'ai pas le talent. Donc je suis devenu traducteur, comme j'ai décidé quand j'étais enfant. Bon, mais venons plutôt au sujet qui nous occupe plus. Donc effectivement, Jules Verne, l'espéranto. Si vous parcourez exposition, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, avec vous, nous l'avons fait. Donc, vous pourrez voir les faits essentiels. Il se peut que je me trompe même dans ces faits essentiels, mais j'essaie de vous résumer comment ça s'est passé. Donc on n'a pas trop de certitude sur la façon dont Jules Verne a fait connaissance avec l'espéranto. Ce qu'on sait, c'est qu'à Amiens, si je me souviens bien, le 11 janvier 1903, si je me trompe, vous allez me corriger, donc il y a eu une conférence publique sur l'espéranto à la Société industrielle. C'était organisé par Charles Tassancourt et qui était l'autre, je crois que c'était Joseph Delfour. Joseph Delfour, oui, qui a mis Jules Verne aussi. Qui a après présenté sous un autre nom dans Voyage d'études. Oui, c'est ça. Et donc, ça a été fait par Théophile Carr, qui était une figure très importante dans le mouvement espérantiste. Aujourd'hui, ceux qui connaissent l'histoire de l'espéranto retiennent de Théophile Carr. Donc là, c'est la RT. Faut que je peux utiliser pour... Yes, Bon, Carr, Théophile. Donc aujourd'hui, on retient de lui surtout la phrase en espéranto « Mi fosu mian sulcon », creusons notre sillon. Donc c'était quelqu'un qui était un orateur et un écrivain, un journaliste très talentueux, et qui, à une époque où l'espéranto commençait à ne pas assez friter, mais par le fait d'avoir assez réussi, l'espéranto a eu sa petite crise intérieure. Il y avait des gens qui voulaient faire des réformes. Et Théophile Carr était du côté du fondamentaliste, dans le sens où il ne fallait pas toucher au fondement de l'espéranto, c'est-à-dire aux bases de principes que Zamenhof avait déjà au début réglé une fois pour toutes. Donc il a beaucoup contribué à la stabilité de la langue à cette époque-là. Donc Théophile Carr, merci. Donc nous ne savons pas si Jules Verne était
présent personnellement ou pas. J'imagine que les internautes pourraient faire des conclusions, par exemple, est-ce qu'il était encore en assez bonne santé, donc il se déplaçait quand même régulièrement à la société industrielle pour lire. Je ne sais pas s'il avait pour habitude aussi de rester plus longtemps et d'écouter des conférences. Mais certainement, il savait que cette conférence avait lieu. Et plus tard, donc, il a aussi reçu la visite de Charles Tassankou et de Joseph Delfour, qui lui ont demandé d'être président d'honneur de Club d'Amiens, ce qu'il a accepté. Et aujourd'hui, ça me paraît, à l'époque de l'Internet, ça me paraît quand même assez incroyable que déjà en février 1903, ça se passait en 1903, oui, et que bientôt Zamenhof savait déjà que on avait le soutien de Jules Verne. Donc Zamenhof, je ne vais pas vous faire le détail de l'histoire par rapport à Zamenhof, mais vous savez donc que c'était un ophtalmologue, oculiste juif polonais dans l'Empire russe, qui vivait essentiellement à la même époque que Zamenhof, né en 1859 et mort pendant la Première Guerre mondiale, en 1917 ou 16, je vous toujours. Donc Zamenhof, qui était donc le leader du mouvement espérantiste, était un très bon administrateur aussi, il savait sur qui il pouvait compter, et à l'époque, on savait qu'en 1905, on aurait un congrès mondial à Boulogne-sur-Mer, et le projet de Zamenhof, c'était de faire une espèce de déclaration sur ce que c'est l'espéranto, et faire signer cette déclaration par des célébrités, par des people, comme on dit aujourd'hui. Donc, dans ces projets, Jules Verne devait être un de ces personnages qui signerait cette déclaration. Bon, après, ça n'a pas eu lieu, mais en sortant, le fait que Jules Verne soutenait l'espéranto était connu dans le monde espérantiste, et était souvent mentionné, donc c'était très bienvenu comme appui. Bon, il faut dire qu'à l'époque, l'espéranto n'avait pas, disons, le même statut qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, si on dit espéranto, souvent les gens font un petit sourire, et dans les meilleurs cas, ils mettent ça du côté des hobbies, des passe-temps qui ne sont pas nocifs, mais on pourrait passer son temps à autre chose. À l'époque, l'espéranto, bon, j'exagère un tout petit peu, mais ça avait une certaine dynamique comme aujourd'hui à Internet, il fallait être dans le coup. Donc si on pense au fait que dans ce qui s'appelait la toute mondiale Libro Esperantista, donc annuaire mondial espérantiste, qui se publiait tous les ans, faute d'Internet, il fallait bien avoir des listes d'adresses. Donc dans cette édition de 1904, on avait 302 adresses pour Amiens seulement, donc en principe des espérantistes. J'imagine que ces 302 personnes ne savaient pas tous l'espéranto, mais ils tenaient à y être, parce qu'il fallait être dans le coup, il fallait être comme les autres notables de l'Amiens. Donc tout à l'heure, on a consulté, je pense, justement cette édition de la liste d'adresses, et à côté, on pouvait bien voir que pour d'autres villes, c'était un peu moins impressionnant, mais quand même, c'était des dizaines et des dizaines de noms pour chaque ville. Donc nous sommes en 1903, 4, 5, l'espéranto est en train de se propager dans le monde. Un autre exemple pourrait être, je ne sais pas si vous avez entendu parler du seul État espérantiste du monde, et c'était aussi à cette époque-là, en 1905, et nous parlons de Moresnet neutre. Ça se trouve dans un petit coin de ce qui est la Belgique aujourd'hui. Donc si vous essayez de trouver où les Pays-Bas, l'Allemagne et la Belgique se rencontrent, et vous y allez aujourd'hui, vous arrivez à un petit endroit où il y a une petite tour, on peut y grimper pour voir les trois pays. Et aujourd'hui, ça s'appelle le Drielandpunt, donc le point des trois pays. Les trois bords en français. Les trois bords. Et à côté, il y a quand même un chemin, peut-être une rue, je ne sais pas si c'est pavé, mais ça s'appelle Vierlandenweg ou Straat, je ne sais plus. Donc le chemin ou la rue des quatre pays. Ce qui montre qu'avant, il existait un quatrième pays, et c'était Moresnet neutre, qui était un territoire de 3,44 km²,
En 1815, après les guerres de Napoléon à Vienne, on a fait la grande paix, la distribution d'Europe, on a pu se mettre d'accord sur ce point de la future Belgique, parce qu'il y avait des mines de zinc, et qu'en Europe, à cette époque-là, il n'y avait que 3 ou 4 endroits où on pouvait puiser du zinc. Et donc, comme c'est toujours le cas dans des cas problématiques comme ça, on a décidé à étudier la question. Une commission a été fondée pour proposer des solutions. Les membres de cette commission ont fait des mesurements, font des propositions, mais rien n'a été décidé. Et provisoirement, Moresnet neutre n'a pas été attribué à aucun pays. Donc en fait, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale, il y avait un petit coin en Europe qui n'appartenait à personne. C'était un endroit bizarre où c'était toujours les lois de la France à l'époque de Napoléon qui étaient de mise, mais c'était quand même des tribunaux à côté allemands et plus tard belges qui devaient juger dans des cas litigieux. Mais dans la pratique, c'était la compagnie de zinc qui s'occupait du quotidien des gens, sauf que vers 1900, ça commençait à s'épuiser. Et d'autres propositions ont été faites. Comment faire maintenant pour vivre? Il y avait un petit millier d'habitants à cette époque-là. Une proposition, c'était de faire un casino. Et l'autre, c'était la proposition du docteur Molly, le docteur local, qui était espérantiste. Et c'était, faisons État espérantiste et développons le tourisme espérantiste. Donc c'était du tourisme spécialisé avant la lettre. On a décidé, on a fait un drapeau, on a fait un hymne, et on a tenu peut-être 1 ou 2 congrès espérantistes à Moresnet. Il paraît que entre 10 et 20% des habitants ont appris l'espéranto, au moins pour pouvoir parler avec les voyageurs qui arrivaient. Et voilà, donc c'est tout anecdotique, mais ça veut dire qu'en 1905, l'espéranto était dans l'air du temps. Ça pouvait apparaître comme une solution réaliste pour un mini-pays en crise. Donc aujourd'hui, n'imaginons pas ça. Le mini-pays d'où je viens, à Luxembourg, se pose quelquefois la question, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant c'est les banques, c'est l'Union européenne, c'est 2 choses qui sont déjà à la base de la moitié de l'économie luxembourgeoise. Mais si jamais ça marche moins parce que les règlements se changent, ou si l'Union européenne est en crise, qu'est-ce qu'on fait? Donc au Luxembourg, ce n'est pas l'espéranto aujourd'hui qui est présenté comme solution, mais par exemple l'industrie spatiale. Vous ne savez pas, le Luxembourg s'est lancé dans l'industrie spatiale. Le Luxembourg a aussi des navires sur les mers du monde. Bon, ça c'est un autre cas. Donc je voulais seulement faire la comparaison. Je me demande, maintenant en 2020, quel serait le problème pratique où dans le monde où l'espéranto pourrait être proposé comme une solution, comme une issue à un problème bien concret. Bon, si je commençais par cette comparaison, je devrais quand même dire que à l'époque, les gens, à l'époque 1900, 1905, les gens apprenaient l'espéranto surtout parce qu'ils voyaient quelque chose de pratique. À l'époque, on apprenait, qu'est-ce qu'on apprenait à l'école? Souvent, on n'apprenait pas de langue étrangère, ou alors si on faisait des études plus poussées, c'était le latin, le grec, c'était qu'une certaine élite qui connaissait d'autres langues. Donc subitement, l'idée de proposer une langue qui est facile d'accès, c'était vraiment révolutionnaire. Par rapport à ça, aujourd'hui, soyons honnêtes, l'anglais fonctionne assez bien, et l'anglais est relativement facile à apprendre. Non pas parce que c'est une langue facile, mais parce qu'elle est partout. Donc à l'époque, on n'avait pas ces facilités techniques, on n'était pas entouré d'autres langues. Donc la simplicité d'une langue était un argument beaucoup plus important qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on parle de cette comparaison anglais-espéranto, moi je dis personnellement que l'espéranto a toujours gardé cet avantage d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus logique, beaucoup plus facile à apprendre. Mais quelquefois, on ne peut pas lutter, est-ce qu'on veut lutter contre le fait qu'on entend partout l'anglais? Enfin, ça dépend du pays, bien sûr, mais par exemple, mes fils, bien sûr, ils ont appris l'anglais à l'école, mais c'est surtout des jeux d'ordinateur, de leur communication sur
sur les réseaux sociaux, que ceux qui savent de l'anglais, leur français comme l'espagnol, le portugais, les gens l'apprennent souvent. Ils les apprennent souvent parce qu'ils sont présents, parce qu'ils sont faciles d'accès. Donc j'essaie de faire cette comparaison peut-être un peu maladroite, d'avoir une confrontation de ce que pouvait être l'espéranto en tant que proposition intellectuelle en 1905 et aujourd'hui. Donc maintenant, sur ce que pensait Jules Verne de l'espéranto, qu'est-ce qu'il lui a trouvé, on peut faire des suppositions. On a peu de documentation sur tout ça, donc tout ce que c'est Freud qui parle, tout ce que Jules Verne a écrit sur l'espéranto se retrouve dans ce début de roman, Voyage d'études. Et en fait, on sait que Jules Verne se documentait très bien sur les sujets sur lesquels il allait écrire. On sait que quelquefois, tout simplement, il a recopié des phrases entières de sa documentation, ce qui fait que souvent, quand on parle de Jules Verne, il y a beaucoup de lecteurs qui disent « Ah oui, j'adore, mais quand même, il y a des passages que je saute parce que je ne m'intéresse pas à 2 pages de description de plantes et d'animaux, d'histoire. » C'est un peu le cas aussi de Voyage d'études. Donc, c'est seulement 4 chapitres et demi qui ont été écrits, mais il y a tout un chapitre, est-ce que c'est le 2e ou le 3e, je ne sais plus, qui est tout simplement un résumé de toutes les expéditions qui ont déjà été faites au Congo, où se passe l'action de Voyage d'études. Donc c'est un peu le cas aussi sur ce que Jules Verne dit sur l'espéranto dans ces pages. Je vais peut-être en citer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu Voyage d'études ici? Seulement, oui, bien sûr. Il y en a quelques-uns. Voyage d'études. Donc, pour vous donner un peu le contexte, donc c'était un de ces manuscrits qui ont été retrouvés après la mort de Jules Verne, retrouvés donc toujours là, qui ont été disons, répertoriés et sur lesquels plus tard le fils de Jules Verne, Michel Verne, a travaillé. Sauf que dans le cas de Voyage d'études, comme tu l'as évoqué, le résultat était quelque chose de complètement divergent. Dans le roman L'étonnante aventure de Mission Barsac, on ne retrouve rien sur l'espéranto. Et pourtant, selon les plans originaux de Jules Verne, ça devait être vrai. Un écrivain catalan, Abel Montagut, c'est sur un nom de en français, Abel Montagut, c'est un des meilleurs écrivains en espéranto. Il a écrit quelque chose de... Bon, ça c'est la parenthèse, donc c'est pas encore Jules Verne. Il a écrit quelque chose d'absolument étonnant, qu'il a publié en 1993, qui s'appelle le poème d'Outnois. Poème de Outnois. Outnois, c'est Noé. Donc c'est une épopée écrite en forme poétique et une très belle langue poétique espéranto. Vraiment, il a l'ambition d'un Dante, d'un Homère, Virgile. Comment est-ce qu'on peut écrire une épopée au XXe siècle? Et quand même, c'est très convaincant. En même temps, c'est l'histoire de science-fiction avec des extraterrestres. Malheureusement, il n'existe qu'une traduction en espagnol et en catalan, donc si vous ne lisez pas l'espéranto, vous avez le choix entre espagnol et catalan. Mais bon, Abel, je parle de Abel parce que c'est en même temps c'est un Vernien fou furieux, et surtout, il s'occupait du mystère, de tout ce qui pouvait être pensé autour des voyages d'études. Il est resté complètement frustré du fait que Jules Verne n'a pas pu continuer ce manuscrit. Et aussi de ce que Abel a compris comme une vraie trahison de la part de Michel, qu'est cette réécriture de ce manuscrit en tant que l'étonnante aventure de Mission Barsac. Donc Abel Montagut s'est livré à quelque chose qui est vraiment exceptionnel, je crois, dans la littérature. Il appelle ça une refonte. Je ne sais pas si vous avez le livre ici. Donc l'auteur de ce livre est M. Jules Verne,
Donc on peut comprendre ça comme Monsieur Jules Verne, ou comme Michel Jules Verne, ou comme Montagu Jules Verne. Donc on ne sait pas trop qui est l'auteur. Le dernier voyage extraordinaire, Voyage à Terre Noire. Donc ce qu'il se propose, c'est d'écrire le roman que Jules Verne aurait dû écrire. Donc les 4 ou 5 premiers chapitres donc, sont les mêmes que Jules Verne a effectivement écrits. On sait qu'on a retrouvé des notes que Jules Verne a pris pour, je crois, 16 chapitres, ou 16, je crois. Donc on a des titres de chapitres qui devaient suivre, et surtout on a un dossier sur une ville saharienne. Donc déjà se pose la question, pourquoi Jules Verne, qui a travaillé sur ce manuscrit en juillet-août 1903, pourquoi il a arrêté? Donc pendant longtemps, on a pensé, pourquoi il était vieux, on n'est que 2 ans, même pas 2 ans avant sa mort, il avait beaucoup de projets, il avait certaines urgences pour pour corriger les manuscrits qui devaient être publiés selon les contrats. Donc il paraissait que c'était surtout ça la raison, et que certainement il comptait reprendre l'écriture de ce manuscrit plus tard. Et ça c'est vrai, mais en même temps, et c'est le résultat de recherches avec Montagut et d'autres, il y avait une autre raison. Et c'était, disons, un scandale de l'époque, et un scandale qui est vraiment de dimension historique, et ce qui se passait en Congo belge. À l'époque, le Congo, il y avait un Congo belge et un Congo français, après ça s'est gardé aussi au Zaïre et puis Congo-Brazzaville. Dans ses œuvres, Jules Verne, bien sûr, il est un peu colonialiste, mais pas de façon excessive. Donc si on fait une analyse de tout ça, pour lui, la colonisation est une bonne chose parce que ça va apporter les progrès de la technique dans le monde. Mais, et c'est une conclusion qu'on peut aussi faire à la lecture de Voyage d'études, il voyait cette œuvre de colonisation comme quelque chose dans lequel les populations locales ont la même importance que les colonisateurs. Donc ça ne fait pas de doute pour lui que les colonisateurs apportent du bien, mais il ne dit pas que ça devrait être au prix de destruction des cultures locales. Il voit ça comme un exercice de coopération. Et dans Voyage d'études, ça se reflète aussi sur le plan linguistique, puisqu'il est dit assez tôt dans l'ouvrage que les populations locales au Congo, beaucoup d'entre eux, parlent espéranto. Il n'explique pas trop comment et pourquoi, mais il parle espéranto. Et donc l'action du roman qui devait être écrit se tourne autour de la question, est-ce que la population locale est déjà assez mûre politiquement pour participer aux élections parlementaires en France? Donc on a une délégation qui consiste de 2 députés qui doivent étudier cette question. Et ces 2 députés, c'est des figures complètement ridicules. Donc Jules Verne, qui aime bien la satire, tourne ces figures en ridicule, ils ne sont jamais compétents, ils ont le mal de mer, bon, c'est pas un vice, mais quand même, les héros chez Jules Verne n'ont jamais le mal de mer, c'est toujours des gens un peu ridicules, négatifs qui ont le mal de mer, c'est aussi leur cas. Et en plus, ces 2 députés ne savent pas l'espéranto. Et pourtant, sur le navire qui transportait cette délégation, et d'autres, il y avait des cours d'espéranto, et les passagers y participaient parce qu'ils savaient que c'était dans leur intérêt. Il dit que les commerçants, parce qu'ils savaient que ce serait utile pour eux plus tard, participaient à ces cours, mais les 2 députés non, parce que le français est déjà suffisant, et puis de toute façon ils avaient le mal de mer. Donc les populations locales parlent espéranto, les 2 députés français, ils ne parlent pas espéranto. Après, on assiste à un banquet où il y a beaucoup d'invités locaux, donc des chefs de tribus africains, et tout se passe dans une ambiance d'égalité. Et il est dit que le chef, je crois Kazembi, ou je ne sais pas quel est son nom, parle espéranto et une ou plusieurs langues locales, mais les 2 députés français ne parlent pas une autre langue que le français, donc il faut qu'on interprète. Et Jules Verne ne dit pas ça comme un reproche à quiconque, enfin,
il dit ça plutôt comme une reproche aux députés, qu'eux, ils ne sont pas foutus d'apprendre l'espéranto, mais il ne dit pas que le chef Kazemnik devrait apprendre le français. Donc ça, c'est quand même assez exceptionnel pour l'époque. Et je suis même un peu étonné qu'un écrivain français, pour qui le français était vraiment son outil quotidien, tout à l'heure, nous avons vu des fiches qui m'ont vraiment surpris, qui se faisaient des listes de mots pour être sûr de leur sens en français. Donc, un écrivain pour qui le style, la langue est tellement importante, on s'attendrait à une attitude différente. On s'attendrait à ce qu'une telle personne considère le français comme la meilleure langue du monde, la plus parfaite. Et à l'époque, c'était effectivement l'attitude, je crois, de la majorité des intellectuels français, déjà parce qu'on était habitué au fait que le français soit la langue de la diplomatie. À cette époque-là, le français était encore plus important que l'anglais, donc c'était assez normal de considérer que le français devait être appris par tout le monde. Quand on pense au fait que dans les années 20, on est passé à côté de ce que les espérantistes appellent la victoire finale, la finalenko, c'est-à-dire que l'espéranto a été proposé en tant que langue officielle à la comment ça s'appelle, Société des Nations. Société des Nations, j'avais bien dit, mais c'est en espéranto, Société des Nations, voilà. Et qui est-ce qui a voté contre? Le ministre français, Gabriel Hanotaux. Et donc souvent des acteurs intellectuels français prenaient position à cette époque-là contre l'espéranto. C'était, disons, une cause. Hein. Il fallait prendre position soit pour, soit contre. Et donc Jules Verne, de façon un peu surprenante pour moi, prend fait et cause pour l'espéranto, même en disant, dans le voyage d'études, on s'attendrait peut-être à une reconnaissance de l'espéranto en tant que langue pratique pour le tourisme, pour le commerce, mais ce n'est pas ce que dit Jules Verne. Il dit que l'espéranto est une langue complètement apte à la littérature, prose et poésie. Bien sûr, il ne pouvait pas savoir ça par sa propre expérience, mais il avait lu les articles dans les revues espérantistes qui étaient aussi publiés en français, donc il n'avait pas besoin de savoir l'espéranto pour lire la revue espérantiste. C'est certainement là qu'il puisait ses arguments, mais peut-être qu'il faisait tout simplement confiance à ses sources. Mais quand même, le fait qu'un écrivain de langue française dise que l'espéranto est complètement apte à tout ce que le français peut faire, c'est remarquable. Et voilà, donc parmi ces sources, d'ailleurs, il y avait d'autres sources aussi. J'avais eu la chance de feuilleter quand je travaillais à Rotterdam, une de ces sources probables. Donc il y avait le capitaine belge Charles Lemaire, qui était espérantiste, et qui était aussi à l'origine avec d'autres espérantistes belges, de la revue Belga Sonorillo, la cloche belge. Dans le voyage d'études, il y a une copie, Jules Verne l'a recopiée comme Sonivolo, qui pourrait avoir un sens en espéranto, la volonté de sonner, mais ce n'est pas le cas. Bon, donc la Belga Sonorillo, donc Charles Lemaire, qui a été donc un de ces colonisateurs belges dans le Congo, en 1903 justement, en feuilleton, il raconte ses expériences dans le Congo, donc probablement Jules Verne les a lues aussi. Et donc sur Charles Lemaire, ce qui est assez remarquable, c'est que c'est une personne qui a fait un cheminement intellectuel qui aujourd'hui peut paraître même insuffisant, mais qui pour l'époque, je crois, est assez remarquable. Donc imaginons un officier belge qui en fait participe à des exactions. Ils sont en train de tuer des Africains. Charles Lemaire, avant de devenir espérantiste, il a aussi écrit des rapports, bien sûr officiels, de ce qu'il faisait avec son unité à Congo. Et c'est assez bouleversant de lire des phrases comme « Puisque le village ne voulait pas payer le tribut, on a brûlé 30 maisons, on a exécuté 40 indigènes. » Comme si on parlait de bétail. Et donc cette personne devient espérantiste, et plus tard, en 1907, donc là, je n'en ai pas déjà pu lire, il publie un livre, toujours sur ses expériences, mais c'est déjà, en partie, mais c'est déjà différent comme tonalité.
Donc il parle plutôt sur le même ton que Julien tout à l'heure, donc toujours en disant que la colonisation est une bonne chose, mais qu'il faut faire ça à égalité avec ceux qu'on colonise. Bon, ça, j'imagine que ça n'excuse pas sur ce qu'il avait fait avant. Et en fait, quand on lit une des monographies les plus connues sur ce que la Belgique a fait au Congo, c'est un livre américain de Hochschild de 98, dont je viens d'oublier le titre maintenant, mais on trouve le nom de Charles Lemaire comme un génocidaire. Si on ne savait que ça, et après on trouve qu'il s'agit aussi d'un espérantiste, on est un peu surpris. Hein. C'est un peu comme si on disait que tel ou tel était nazi et espérantiste. D'ailleurs, ça existait aussi. Donc Charles Lemaire devait aussi être à l'origine une des sources de Jules Verne. Ah, c'est pas Jules qui m'écrit, non. C'est mon fils. Malheureusement, c'est pas Jules Verne qui a inventé le voyage dans le temps. Hein. C'était que oui, sur les sources de Jules Verne, donc on sait où on peut supposer aussi qu'il a certainement lu dans la rue l'espérantiste, ce que de Beaufront, Louis de Beaufront, a publié sur l'histoire de l'espéranto, dont nous ne sommes qu'en 1903. Donc l'espéranto a seulement une histoire de 16 ans, c'est un peu prétentieux d'écrire déjà l'histoire de mot espérantiste, mais c'est ce que Louis de Beaufront a fait. Louis de Beaufront. Si j'écris son nom, c'est aussi pour ceux qui ne sont pas espérantistes parmi vous. C'est déjà une petite introduction même à la langue espérantiste, comme dirait Jules Verne, il écrit toujours le langage espérantiste, la langue espérantiste. Aujourd'hui, on dirait tout simplement la langue espéranto. Et espérantiste, c'est celui qui adhère aux idées. Donc, Beaufront était quelqu'un dont le nom est devenu synonyme de trahison. Et en espéranto, vous pouvez traiter de quelqu'un de Beaufront, ça serait une offense assez forte, puisque après, c'est lui, qui en 1908, a présenté le projet de l'Ido, donc une version réformée de l'espéranto. Et tout ça a été fait dans des circonstances assez bizarres, où on a un peu leurré le docteur Zamenhof. Malheureusement, on n'a jamais écrit de roman en espéranto sur la crise d'Ido et sur ces drames qui tournaient autour de l'introduction de l'Ido. Bizarrement, c'est un écrivain américain qui a fait ça en anglais. Mais bon, ça c'est notre histoire. Donc, de Beaufront aussi. Donc, si vous me permettez, parce que, comme d'habitude, je n'ai pas trop de structure dans ce que je dis. En fait, je voulais surtout vous citer ce qu'on peut lire donc, dans cet ouvrage, Voyage d'études sur l'espéranto. Donc, nous arrivons au chapitre 4. Dans le chapitre 2, donc, il y avait toute une présentation des expéditions antérieures dans ces contrées. Et dans le chapitre 3, on a une présentation des protagonistes du roman à venir. Et là, on ne peut pas éviter de parler de l'espéranto, puisque à cette expédition participent non seulement des députés dont la tâche c'est d'explorer si la maturité politique des indigènes est suffisante, mais il y a aussi Nicolas Vanoff, qui est membre du Touring Club. Nous savons que le Touring Club était aussi très important à cette époque-là, fondé pour la propagande du tourisme d'abord en vélocipède et après par d'autres moyens. Et donc c'était un peu la même dynamique que l'espéranto, être dans le Touring Club, c'était bien vu, c'était important. Bon, Nicolas Vanoff, écrit à la française, mais supposé être un nom russe, Vanoff. Il y en a d'ailleurs qui disent que déjà le nom Vanoff serait une déformation de Zamenhof, un hommage à Zamenhof, je ne sais pas, c'est quand même trop éloigné par rapport à ça. Donc Nicolas Vanoff était membre du Touring Club et délégué du congrès espérantiste. Donc la mission de Nicolas Vanoff était, ça il décrit ailleurs dans le texte,
c'était de venir et constater les avancées de l'espéranto au Congo. Donc ce n'était pas de faire la propagande, de donner des cours d'espéranto, mais faire l'état de l'espéranto. Donc ça reste toujours un petit peu mystérieux chez Jules Verne, comment ça se fait que peut-être des dizaines, des centaines de milliers d'habitants de Congo savent déjà l'espéranto. Ça, on ne sait pas, mais c'est d'autant plus intéressant que Jules Verne le prend comme fait, un état de fait. Nicolas Vanov était russe, âgé de 30 ans, aimable, charmant, nature en dehors, tout feu et tout flamme pour la propagation de la langue internationale. Propagation, donc on pense tout de suite à propagande, un mot que depuis longtemps les espérantistes n'utilisent pas, c'est que le Vatican qui l'utilise encore pour la propagande de la foi catholique. Donc il était tout feu et tout flamme pour la propagande de la langue internationale. Nous savons que l'espéranto à l'origine était appelé langue internationale. En fait, il y a très peu de gens qui savent. On sait pourquoi ça a été appelé l'espéranto, mais on ne sait pas. Souvent, on ne sait pas qui était la personne à l'origine de cette idée. Qui? Voilà. C'est un mystère hein, que les espérantistes peut-être sont plus intéressés que d'autres. Donc, déjà, Esperanto, c'était le pseudonyme de Zamenhof à l'origine. Et donc, à l'origine, c'était appelé la lingua internazia del Dr. Zamenhof, la langue internationale du Dr. Zamenhof. Mais c'était assez long, hein, la lingua internazia. Et donc, c'était dans une lettre privée que l'idée a été mentionnée, pourquoi pas seulement Esperanto. Et c'était une femme qui vivait à Simferopol, ce qui est le Crimée aujourd'hui, une femme d'origine en partie polonaise et en partie grecque. C'était Natalia Tchaïkovskaya, qui, bon, c'est l'histoire du mouvement espérantiste, qui par la suite est devenue la femme de Borovko. Borovko est connu dans l'histoire de l'espéranto parce que Zamenhof a écrit une lettre à Borovko qui est souvent citée. Dans cette lettre à Borovko, il explique un peu pourquoi il a créé sa langue, etc. Et bon, je vais encore partir dans d'autres parenthèses, mais tout se lit de façon bizarre et incroyable. Et donc cette femme, qui est à l'origine en fait de l'utilisation du mot espéranto, Tchaïkovskaya, devient Madame Borovko. Et nous sommes à ce moment-là, en 1895. Mon espéranto a seulement 8 ans. 1895. Bon, je vais écrire à l'espéranto, Tchaïkovskaya, tout comme Tchaïkovski, il a une compositeur. Tchaïkovskaya. En fait, c'est en 1896 qu'elle devient Madame Borovko. Et en 1995, cette femme, elle reçoit la visite de 2 étudiants suédois. Ces 2 étudiants suédois, c'est les espérantistes. L'un des 2 s'appelle Langlais. C'est un suédois qui a un nom français qui veut dire anglais. Valdemar Langlais, qui à l'époque a, je crois, 25 ans. Et il est intéressant de le mentionner parce que, surtout à l'époque, c'est aussi une figure à la Jules Verne. Donc l'anglais est un des premiers à apprendre l'espéranto en Suède. C'est le premier qui a fait un voyage espérantiste. Donc il s'est proposé de faire un tour en Russie surtout, tout en contractant que l'espérantiste. Et par la suite, il a fait d'autres voyages, il ressort ça en suédois. Et en même temps, c'est la première personne qui a fait un mariage espérantiste, donc même si sa femme était aussi suédoise que lui, mais c'est une suédoise de Finlande, Sigrid Blomberg, et ils ont eu 2 enfants ensemble. Mais avant d'épouser cette charmante personne, donc Valdemar Langlais rend visite à Mademoiselle Tchaïkovskaya avec son ami, et un an plus tard, Tchaïkovskaya devient Madame Borovko, et déjà en 1896, ils ont une fille, Nina. Et moi, bon là ça devient un peu salace, mais moi je me suis toujours demandé, Nina Borovko est née en août 1996. Et donc, quand sa maman
tombée enceinte, elle n'est pas encore mariée, mais ces deux étudiants suédois, est-ce qu'ils étaient encore là? Je ne sais pas. Mais là où ça devient encore plus... Bon là c'est vraiment... J'ose même pas raconter cette histoire. Mais donc la première femme de Valdemar Langlais est décédée en, je sais pas, à peu près 1915. Et entre-temps, il a toujours gardé contact avec Tchaïkovskaya, quoi, il correspondait. Et imaginons, c'est quand même la guerre civile en Russie, M. Dvorovko meurt aussi, et donc elle vit dans la misère avec Nina, qui donc maintenant a une bonne vingtaine d'années. Et vers 1920, en fait, Mme Dvorovko veut maintenant convaincre l'anglais d'inviter Nina en Suède pour suivre des études de musique, ce qui se fait. Et bientôt après, Valdemar et Nina se marient. Bon, c'est le deuxième mariage de Valdemar, mais bon, je ne sais pas, je ne vais pas faire des suppositions, mais c'est bizarre. Et bon, si je racontais toute cette histoire, qui est complètement une parenthèse par rapport à Jules Verne, mais je ne sais jamais m'empêcher de faire des parenthèses, c'est parce que Valdemar Langlais, c'est un nom qui n'est pas assez connu. Tout le monde a déjà entendu parler, ou presque, de Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg, en suédois, qui a sauvé des Juifs à Budapest, et qui a disparu. Probablement les Russes l'ont exécuté en le prenant pour un espion américain. Donc Wallenberg, il est très connu, il est partout dans la littérature sur l'Holocauste. Mais Valdemar Langlais, qui à l'époque était aussi à Budapest, parce qu'il était lecteur de suédois à l'université de Budapest, maintenant c'est quelqu'un qui avait presque 80 ans, et il était avec Nina, sa femme, qui avait une cinquantaine d'années, et qui donc était russe à l'origine. Et Valdemar Langlais faisait à peu près la même chose que Wallenberg, il sauvait des Juifs. Il était représentant de la Croix-Rouge suédoise, et donc imaginez quelqu'un de 80 ans qui est assez malade déjà, mais qui se dépense autant qu'il peut pour sauver des Juifs à Budapest. Sauf qu'après la guerre, personne ne l'a remercié. Ils sont rentrés en Suède avec Nina, pas de retraite, donc ils ont vécu un peu dans la misère à la fin. Bon, c'était un peu pour rendre hommage à ce personnage, et peut-être que je devrais terminer la parenthèse, parce que nous sommes qu'à Jules Verne de l'espéranto. Et oui, peut-être l'autre excuse, c'était que nous sommes toujours à la même époque, donc c'était les premières années de l'espéranto, où tout était encore nouveau et tout était surprise. Bon, revenons un peu à la propagande. On imaginerait difficilement avec quelle ardeur cet apôtre, pourrait-on dire, se dévouait à l'œuvre du docteur Zamenhof, qu'il avait tant contribué à répandre parmi la race slave. À l'époque, la race s'utilisait encore. La race slave. Un infatigable émule des Cars, des Buffon, des Delfour et autres adeptes d'une langue destinée à rendre plus facile la communication entre les peuples de l'Ancien et du Nouveau Monde. Donc, Jules Verne comprend bien la fonctionnalité de l'espéranto, rendre facile les communications. On le sait, l'espéranto, depuis plusieurs années, avait pénétré dans les vastes régions de l'Afrique centrale, au plus grand profit de la civilisation et du commerce. On ne sait pas trop comment, mais c'est un pour Jules. Et il fallait entendre l'enthousiaste Vanov quand, accumulant conférence sur conférence, il se transportait de pays en pays, lorsqu'il parcourait les diverses parties de l'Europe, lorsque les auditeurs subissaient en foule son ardente éloquence, tantôt en russe, tantôt en français, en allemand, en anglais, et aussi dans ce langage espérantiste qui se répandait de plus en plus. Non, messieurs, répétait-il de sa voix vibrante, non, il ne s'agit pas d'ici d'un langage destiné à disparaître après quelques vaines tentatives de diffusion comme le Volapük. Il n'y a aucun rapprochement possible entre le Volapük et l'espéranto. L'œuvre du docteur Schleyer n'était pas née viable. Il fallait être un philologue pour doter le monde d'un nouvel idiome accessible à tous, et le docteur n'était qu'un polyglotte. Seul son caprice le guidait pour la transformation des radicaux les plus connus, et en ce qui concerne les désinences, il s'occupa si légèrement de les modifier
que les uns et les autres, illogiquement enchaînés, ne tardèrent pas à devenir méconnaissables. Aujourd'hui, on se demande, mais qu'est-ce que c'est que ce charabia sur l'espéranto? Mais là encore, si on recherche les sources de Jules Verne, à l'époque, c'était encore une question blanche pour l'espérantiste. On n'était qu'une dizaine, une quinzaine d'années après les réussites relatives, mais existantes du Volapük. Il y a eu des congrès du Volapük. Il y avait déjà une certaine ardeur intellectuelle en faveur du Volapük, et souvent les premiers espérantistes étaient des volapükistes retournés, surtout en Allemagne. Donc c'était important d'argumenter contre le Volapük, mais donc Zamenhof qui tombe dans le chaudron, il ne connaît pas tout à fait le contexte, il recopie un peu l'argumentation contre le Volapük, mais c'est un peu bizarre aussi parce qu'il dit qu'il fallait un philologue, et Schleyer n'était que polyglotte. Zamenhof aussi n'était que polyglotte, il n'était pas linguiste, il n'était pas un philologue. Zamenhof aussi était guidé par son instinct, par ses caprices quelquefois. Donc c'est pas une argumentation tout à fait bien charpentée contre le Volapük, mais c'est marrant quand même. Il ne va pas ainsi de l'espéranto, et vous tous qui m'écoutez, vous le comprenez comme si je vous parlais votre langue d'origine, parce qu'il est formé de radicaux empruntés aux divers langages. Donc je viens donner l'impression, comme si l'espéranto devait être compréhensible tout de suite, parce que, comme s'il y avait une représentation de toutes les langues dans l'espéranto, comme si par ce fait-là, on pouvait comprendre l'espéranto. Mais par expérience, on sait bien que, pour mon espérantiste, si on entend l'espéranto, la unua etapo estis plenumota in favore condicioi, quancam in citiu regiono ie equatora latitudo, ec nun in septembro regis alta temperaturo. Il y a bien sûr des mots qu'on comprend, qu'on capte, mais par exemple, la unua etapo estis plenumota, et la première étape était à faire. Plenumota, c'est un mot tellement à structure spécialement espérantiste, un participe passif futur, c'est pas quelque chose qu'on saisirait tout de suite. Donc l'argumentation de Jules Verne, qui est certainement en train de recopier l'espérantiste de la revue de l'époque, est un tout petit peu naïf, mais sympathique. Cela n'explique-t-il pas que depuis une vingtaine d'années, il ait pu s'imposer au nouveau comme à l'ancien continent? Et ne savez-vous pas que, rien qu'en Europe, on le parle couramment en Autriche, en Hongrie, en Suisse, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Belgique, en Bohème, en Bulgarie, en Danemark, en Finlande, en Suède, en Norvège, en Espagne, en Italie, en Hollande, en Russie, en Moravie, en Portugal, en Turquie. On sait bien que Jules Verne adorait les listes et les énumérations, donc c'est un peu ça aussi. Je crois que presque tous les pays de l'époque sont mentionnés dans cette liste. Et vous imaginez qu'il n'a pas eu de peine à traverser les mers, voyager en Amérique, en Afrique, en Océanie. Et vous trouverez partout des espérantistes pour comprendre comment vous parlerez l'espéranto. L'espéranto, c'est le plus sûr, le plus rapide véhicule de la civilisation. Citation souvent reprise aussi dans l'exposition, je crois. Ainsi s'exprimait Nicolas Vanoff. Et au vrai, pour qu'une langue devienne universelle, il ne suffit pas de lui en donner le nom. En espéranto dans le texte, porque lingua est universala, ne sufficias doni algi tiam nomon. C'était la phrase qu'on pouvait lire sur la première page, sur le frontispice de la première brochure de Zamenhof. C'était en russe. Чтобы язык был всемирным, недостаточно назвать его таковым. Pour qu'une langue soit universelle, il ne suffit pas de l'appeler ainsi. C'est une phrase qui se situait aussi dans cette lutte contre le Volapük. Donc c'était une petite pique du côté de Zamenhof. Oui, les Volapükistes disent qu'ils ont déjà la langue mondiale, mais je vous propose quelque chose de mieux. Tel était l'épigraphe que portait la brochure du docteur Louis Lazare Zamenhof. Donc Jules Verne est bien informé. Je ne sais pas s'il a lui-même vu ce qu'on les espérantistes appellent la Unua Libro, le premier livre, donc cette brochure. Mais s'il n'avait pas lu, encore une fois, il a pu se documenter par la revue L'Espérantiste ou d'autres de l'époque. Dans la ville de Zamenhof, nommée Białystok, là il n'a pas pu bien copier, c'est Białystok. Białystok
de populations très variées, habitées par des Russes, des Polonais, des Allemands, des Hébreux, où se parlaient 4 langues, c'était une déplorable confusion, telle qu'on n'y parvenait pas à se comprendre. De là vint sans doute au docteur Zamenhof cette idée géniale dont la réalisation fut célébrée le 5 décembre 1878. Remarquable, il cite le 5 décembre 1878. Et pourtant l'espéranto, comme nous savons, a été présenté par cette première brochure en 87. Donc s'il parle de 78, ce n'est pas une coquille, c'est qu'une fois encore, il a bien lu sa documentation, parce que justement dans cette lettre à Borowko que j'ai mentionnée, et dont une traduction a été publiée dans l'espérantiste, Zamenhof lui-même raconte un peu son histoire personnelle, comment il a élaboré l'espéranto, et donc il raconte que la première version, qu'il appelait Lingua Universale, il l'avait déjà élaborée quand il était lycéen, et il a fait une petite fête avec des amis qui avaient eux-mêmes appris les fondements de cette première version d'espéranto, et que cette fête a eu lieu le 5 décembre 1878. Par contre, ce qu'il dit par rapport au Białystok habité par des Russes, des Polonais, etc., c'est en partie vrai, mais ça fait quand même partie de la mythologie habituelle d'espéranto. À l'époque, Białystok était une ville majoritairement juive, jusqu'à exactement 60% peut-être, et bien sûr c'était des juifs plurilingues, mais par exemple des Lituaniens, en fait il y avait une mention pas lituanienne, il y avait des Lituaniens qui habitaient les villages à côté, qui venaient au marché, bien sûr qu'il y avait des Polonais, bien sûr que c'était dans l'Empire russe, mais bon, il existait un conflit linguistique, mais en fait ce n'est pas cela qui a vraiment motivé Zamenhof à s'occuper d'espéranto. C'était à l'origine une idée complètement différente qui devait un peu cacher à cette époque-là. En fait, il était parti de la grande question, quelle devrait être la langue commune des Juifs? Puisqu'à l'époque, l'intelligentsia juive, dans l'Empire russe, en Allemagne, n'était pas d'accord dans ses pratiques ou même dans ses idées, ce qu'il faudrait faire linguistiquement. Les Juifs allemands, d'habitude écrivaient en allemand, les Juifs dans l'Empire russe écrivaient soit en russe, soit en polonais, dépendant où on se trouvait, et le hébreu n'était pas encore ressuscité. Ben Yehuda, qui devait devenir celui qui a donné une nouvelle vie à la langue hébreu, est né pratiquement la même année dans la même région que Zamenhof, mais lui, il s'est occupé d'une autre langue, et ça c'est quelque chose qu'on peut aussi mentionner en disant, bon, vous me dites que l'espéranto est artificiel, mais à cette époque-là, l'idée que le hébreu pouvait être ressuscité paraissait encore moins acceptable que faire vivre une langue artificielle. Et les deux idées partaient un peu de la même région. C'était deux propositions pour répondre au même problème. Mais bon, Zamenhof, petit à petit, il s'est rendu compte que en fait, l'espéranto pouvait servir beaucoup plus. Et il avait aussi intérêt, à ce moment-là, à cacher un peu les origines juives de l'espéranto. Bien sûr, dans cette lettre à Borowko, je crois que c'est bien là, il dit « Si je n'avais pas été juif, je n'aurais pas eu cette idée. » C'est sûr. Mais d'autant plus quand il a constaté qu'après l'Empire russe, c'est en France que l'espéranto fait des avancées. Nous étions à l'époque de l'affaire Dreyfus. Donc, les passions étaient tellement déchaînées que c'était certainement dangereux de trop mettre en avant la judéité de Zamenhof. Et les organisateurs du congrès de Boulogne-sur-Mer l'ont aussi explicitement demandé, surtout de ne pas apparaître en tant que prophète juif à ce congrès. C'est les mots qu'ils ont utilisés. D'ailleurs, en mentionnant Dreyfus, sur Jules Verne, on peut aussi dire que, bon, je ne connais pas suffisamment les faits, mais pour parler de Jules Verne, on sait que anti-Dreyfusard, il y a deux Dreyfusards. Donc c'est un très bon exemple pour montrer que Jules Verne était toujours ouvert s'il avait examiné les faits et que si les faits contredisaient son opinion, ses idées déjà formées, il était prêt de changer d'opinion. Et c'est un peu ça qu'on voit dans les frères Kipp, l'idée de l'injustice qui peut être faite par l'État. Donc pour revenir à Zamenhof,
Donc c'était à l'origine, il faut bien dire, une idée juive. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler des articles de presse de l'époque qui disaient que Jules Verne était aussi juif polonais. Vous avez entendu parler de ça? C'était une histoire bizarre. Et surtout quand on parle du roman Hector Servadac de Jules Verne, c'est là qu'on peut l'accuser un peu d'antisémitisme parce qu'on a la figure d'usurier, bon j'oublie maintenant le nom, quelqu'un. Acabut, merci. Oui, Acabut qui est tellement antipathique, il est juif, c'est vraiment un peu la caricature. Et donc dans la littérature on dit souvent oui c'est vrai, mais en fait c'est justement à l'époque où Jules Verne était tourmenté d'un juif polonais qui s'appelait, je crois, Olszewski, et donc en polonais, Olsza, c'est le nom de l'arbre Lune, A-U-L-N-E, dont le nom breton, dont je ne me souviens pas, a donné le mot Verne. Et donc c'est ce juif polonais, étant arrivé en France, donc Olszewski, il a changé de nom, il s'est fait appeler Julien de Verne, et je ne sais pas si on sait s'il a fait ça déjà avec l'idée de faire chanter Jules Verne, mais il s'est présenté en tant que parent de Jules Verne, donc il a insisté sur le fait que Jules Verne était aussi juif polonais comme lui. Donc j'imagine que ça devait quand même causer quelques désagréments à Jules Verne, cette insistance, et c'est souvent invoqué comme une des raisons pour lesquelles il a pu un peu excédé, présenter un usurier juif de cette lumière dans Hector Servadac. Bon, ouais, la raison pour laquelle j'ai mentionné ça, c'est que, bon, de façon humoristique, on peut toujours dire que non seulement Zamenhof était juif polonais, mais même Jules Verne était juif polonais, selon certains. En Hongrie, souvent, on dit qu'un Hongrois qui devient célèbre, déjà souvent, c'est dans un autre pays, pas chez nous, et d'habitude, c'est un juif hongrois. C'est pas toujours le cas, mais au moins c'est vrai pour nos prix Nobel. On est assez avancé dans le temps, je ne sais pas si vous ne dormez pas encore. On va certainement laisser du temps aussi aux questions. Mais moi, j'aimais tellement cette partie sur la propagande de l'espéranto, parce que c'est agréable de voir son écrivain bien aimé de faire la propagande de l'espéranto de façon si naïve peut-être quelquefois. Donc il reprend et il raconte quel était le contenu de ce premier livre en espéranto, c'est exact. Et après, il dit, il y a lieu d'observer d'ailleurs que l'étude de l'espéranto ne présentait aucune difficulté de prononciation, bon, à peu près correct, ou de mémoire. On l'apprend comme l'on respire, s'il est permis d'employer cette expression un peu vulgaire. En 10 leçons, les élèves se trouvent en état de converser les uns avec les autres. C'est correct, 10 leçons? Il a même paru une brochure intitulée « L'espéranto en 10 leçons, Esperanto in 2 lecciones ». Mais bon, on sait qu'il allait se corriger par après. Aussi, il ne doit pas s'étonner si, à l'époque actuelle, le nombre de ses adhérents dans le monde entier dépasse 100 000. Là, je crois que nous pouvons toujours dire la même chose. C'est juste là. Et il est juste de ne pas oublier que c'est à l'association du Touring Club de France, à ses encouragements continus, à ses publications nombreuses, à son concours acquis sous toutes les formes, que la nouvelle langue internationale a pris un essor aussi rapide que merveilleux. Il y a d'abord lieu d'observer que l'espéranto est un idiome simple, flexible, harmonieux, se prêtant également à l'élégance de la prose et à l'harmonie du vers. C'est cette phrase que j'ai essayé de citer tout à l'heure, une reconnaissance d'un écrivain pour notre langue en tant que langue de littérature. Il est capable d'exprimer toutes les pensées et même les sentiments les plus exquis de l'âme. Ce qui me rappelle de ce que Umberto Eco a dit un jour. Donc, Umberto Eco, l'intellectuel italien, s'est occupé
l'espéranto et en général des langues philosophiques et artificielles, dans une série de conférences qu'il a données au Collège de France en 92. Et après, il a publié un livre qui s'appelait La ricerca della lingua perfetta, la recherche de la langue parfaite. Et donc, dans un interview qu'il a donné à l'occasion de ce livre, il a raconté de sa façon anecdotique et très intéressante que donc, quand il a donné ce cours au Collège de France, il disait que oui, l'espéranto, bien sûr, était adapté à toutes sortes d'expressions, mais que lui, il n'imaginait pas que les gens fassent l'amour en espéranto. Et il raconte qu'à la fin de cette conférence qu'il donne au Collège de France, il reçoit un petit billet d'une étudiante qui dit « Moi, je fais l'amour en espéranto ». Et donc, Umberto Eco a ajouté « Je ne savais pas s'il s'agissait d'une proposition ». Mais Umberto Eco a dit il a été convaincu par cette expérience, à part d'autres, qu'en fait, l'espéranto pouvait tout exprimer, on pouvait même faire l'amour en espéranto. D'ailleurs, moi, personnellement, j'étais complètement convaincu de cela en avril 92, je crois, quand avec ma future femme, nous sommes allés à Amsterdam et en voiture, nous sommes allés au cinéma, et en revenant à la voiture, nous avons trouvé que le vitre était cassé. Et ma future femme s'est mise à pester en espéranto. Je me suis dit, si même dans une situation émotionnelle comme ça, où moi j'aurais certainement parlé en hongrois, elle parle espéranto, c'est que l'espéranto est tellement enraciné déjà chez elle, et que d'autre côté, l'espéranto peut tout exprimer. Donc j'étais complètement rassuré sur mon futur mariage. Il est capable d'exprimer toutes les pensées et même les sentiments les plus exquis de l'âme. En outre, par ces éléments, il est la langue internationale par excellence. L'idée maîtresse qui a présidé à sa formation, c'est le choix des racines en proportion de leur internationalité, c'est-à-dire élus au suffrage universel. Donc là, il part un peu dans des élucubrations qui ne tiennent pas tout à fait la route, hein, donc c'est pas statistiquement qu'on aurait choisi les racines de l'espéranto. C'est plutôt des langues, des racines latines avec un peu de racines germaniques et slaves, pas tellement d'autres choses. Mais bon, c'est pas mal quand même, qu'on pas grande. Quant à la prononciation, pour la rendre plus accessible à la masse, le docteur Zamenhof a eu soin de combiner le phonétisme avec le graphisme dans les choix des éléments internationaux. Donc là, il n'explique pas trop de quoi il parle, mais je crois qu'il fait allusion au fait que quelquefois, comme par exemple dans le mot chevallo, effectivement, Zamenhof a opéré, disons, un compromis entre plusieurs langues. Chevallo, ça ressemble au cheval, mais ça s'écrit quand même autrement qu'en français. Pardon? Non, pas. Okay. Ouais. Et puis on voit aussi le rapport avec d'autres langues, cavallo en italien. Donc surtout avec cavallo, on voit le rapport. Donc il y a une combinaison de phonétisme et de graphisme. Tout ce que l'on pourrait objecter, c'est que les Suédois et les Russes ont des langues plus éloignées de l'espéranto, au point de vue de la prononciation, que les autres peuples d'Europe. Ils ont donc à faire un effort plus considérable que les Latins ou les Saxons à cet égard. Et cependant, l'espéranto est d'une telle utilité pratique que la Russie tient le premier rang pour le nombre de ses adhérents et le second rang appartient à la Suède. Effectivement, c'était pas fou à l'époque, donc la Suède, pour nous encore, la Russie, c'était les deux premiers pays à avoir pas mal d'espérantistes. Mais c'est marrant cette argumentation que les Suédois et les Russes sont plus éloignés. C'est vrai que la prononciation de la langue russe, c'est assez éloigné que d'autres. C'est vrai que les Suédois ont une langue un peu chantante, oui, mais pourquoi pas parler de hongrois, par exemple, qui est un peu plus éloigné du finlandais. Et ce qui est aussi marrant, c'est qu'aujourd'hui, on ferait le même genre d'argument par rapport aux Asiatiques, en disant que l'espéranto ne considère pas les Chinois, les Japonais, et que par ce fait-là, eux, ils ont une difficulté à apprendre l'espéranto. C'est probablement, est-ce qu'on dit l'européocentrisme? On dit pas ça en français. L'européocentrisme. Bon, l'européocentrisme. Oui, l'européocentrisme, oui. L'eurocentrisme de l'époque. Bon, même s'il y a
Une page plus tôt, il a dit qu'en Afrique ancienne, partout on trouvait des espérantistes, mais quand même, on se centre sur l'Europe en tant que lieu pour le mouvement espérantiste. Quels étaient donc les résultats actuellement obtenus par les passionnés propagandistes de l'espéranto? Et il faut revenir aux sérieux progrès qu'ils avaient faits dans l'Afrique centrale. En sa qualité de délégué du Touring Club, Nicolas Vanoff allait les déterminer d'abord dans cette importante colonie du Congo français, en attendant d'étendre son étude au Congo indépendant, sous l'inspiration de la Belga Sonivolo, la gazette espérantiste de la Belgique. Donc Nicolas Vanoff est arrivé pour déterminer les progrès, non pas pour y contribuer, non pas pour donner des cours, mais pour déterminer les progrès de l'espéranto. Bon, je crois que quand même, il faudrait peut-être nous arrêter là, hein, parce que je ne pensais pas que j'allais bavarder 4 heures ou 3 minutes. Ça me paraît exagéré, peut-être que vous avez quelque chose à dire aussi. Donc, je m'arrête pour le moment. Ah oui, donc quand même, si j'ai mis des livres là, c'est pour en parler un tout petit peu. Donc ça, il n'y a pas d'élément de traduction en espéranto, comme j'ai dit, mais le rayon vert existe en espéranto. La verda radio, donc c'est pas radio, mais rayon vert, est publié en 1995. Et il y a aussi, malheureusement je ne l'ai pas maintenant ici, en 80 jours autour du monde, en espéranto ça existe. Donc il y a ma traduction de Voyage d'études qui a été publiée en tant que numéro spécial de France Esperantisto. Et seulement de façon anecdotique, donc je t'ai dit que j'allais en parler. Donc ma traduction a été republiée de façon complètement piratée, si ça se dit en français, en Italie. Donc il existe le parti radical en Italie, et il a une branche espérantiste, Esperanto Radicale Association. Et donc un jour, le responsable, un certain Giorgio Pagano, je sais même quel jour, il a téléphoné au siège de l'association mondiale à Rotterdam pour acheter un exemplaire de ma traduction. Okay. Et 2 ans plus tard, il sort ce bouquin avec le texte original, une traduction en espéranto, une traduction italien, sans dire qui est le traducteur de la version espéranto ou qui est le traducteur de la version italienne. Et quand je découvre ça, je l'ai écrit en me demandant mais vous avez pris ma traduction sans me demander. Si vous avez demandé, j'aurais donné. Et il me répond en me menaçant d'un procès, parce qu'il aurait acheté les droits de publication aux éditions Cherche-Midi, ce qui était probablement le cas. L'édition Cherche-Midi ne s'occupait pas de la question qu'une fois déjà ils ont vendu le droit, mais 5 ans plus tôt, à l'Association française d'Espéranto. Et bon, après, j'ai compris ce qui s'est passé. Je vois comme ça, comme une pratique à ne pas suivre. Donc cet Italien achète mon texte en espéranto, le donne à sa secrétaire qui ne comprend pas l'espéranto, sa secrétaire retape à la machine ou à l'ordinateur probablement, on est en 2000, et le résultat, pour être sûr que c'est correct, il le donne à un poète de San Marino, Nicolino Rossi, qui est un espérantiste adorable qui rend un cœur en or. Donc on lui demande de corriger le texte en ne disant rien sur l'origine du texte, donc il corrige le texte autant qu'il peut. Mais quand le texte apparaît, moi je constate que c'est 99,5% mon texte et le reste c'est des copies. et donc Pagano, l'éditeur, a dit que non, nous avons acheté les droits, nous avons fait notre traduction. Bon. Et c'est lui qui me menace d'un procès. Donc je me suis dit, quand je le rencontre en personne, je vais lui donner 2 baffes. Et quand je l'ai vu à Florence, j'ai constaté qu'il faisait presque 2 mètres. Et donc je me suis dit, bon, je ne vais pas donner 2 baffes, je ne vais pas lui adresser la parole. Pendant 2-3 ans, je lui ai envoyé tous les jours un email en disant, quand est-ce que vous allez me parler de mes droits? Mais bon, après, j'ai arrêté ça. Bon, c'est bizarre. Ce qui me concerne un tout petit peu, c'est que je n'étais pas la seule victime. Il existe un prix Nobel espérantiste en 1994. Reinhard Selten a eu le prix Nobel de l'économie.
d'économie, c'était un espérantiste. Et un jour, il m'a téléphoné, Rainer Zelten. Depuis ce jour-là, je dis à tout le monde, un prix Nobel m'a téléphoné pour me donner des conseils. Et en plus, il n'a pas accepté mon conseil. Donc, Zelten me téléphone pour me demander, est-ce que vous connaissez ce Giorgio Pagano? En Italie, je dis oui, je le connais. C'est parce qu'il me demande un manuscrit pour le publier dans un recueil. Vous faites ce que vous voulez, mais ils disent qu'il n'y a pas d'honoraire. Ah oui, je sais, c'est caractéristique de... Je vous conseillerais de ne pas collaborer avec eux. Mais par la suite, quand même, Rainer Zelten a donné son manuscrit, et 6 mois plus tard, il a reçu un tract en lui demandant d'acheter quelques exemplaires de ce livre ou en publier sa contribution. Ça, faut le faire. Hein. Un prix Nobel d'économie, tu envoies de la propagande et tu lui demandes d'acheter son propre texte. Hein. Et donc, pour faire de l'autre propagande, je m'enorgueillis du fait que j'ai traduit Jules Verne vers 3 langues, donc vers l'espéranto. J'ai traduit 3 traductions en hongrois, de l'oncle Robinson, des notages de Jonathan et de l'agence Thomson et compagnie. Et j'ai toujours regretté que je suis arrivé trop tard pour traduire ça vers le hongrois. Ça a déjà été fait par quelqu'un. Donc quand j'ai su qu'il y a un projet de publier en néerlandais, je me suis proposé et j'ai traduit le texte aussi vers le néerlandais. J'ai été aidé par ma fille qui à l'époque avait 9 ans, mais qui est née aux Pays-Bas, donc elle pouvait corriger mes erreurs grammaticales. Et après, c'est vrai que peut-être un tiers du texte a été traduit par quelqu'un d'autre parce que je n'ai jamais eu le temps de terminer. Mais quand même, je peux dire qu'une bonne partie de ce même texte en néerlandais est aussi ma traduction, ce qui fait 3 ans de traduction. Et bon, le dernier point de propagande et de publicité littéraire, c'est que j'ai ici 2 numéros d'une revue littéraire espérantiste qui s'appelle Bletla Monaco et qui est bien sûr la meilleure revue littéraire en espéranto. Il n'y a que 2, donc c'est facile à dire, mais bien sûr, il y a un bon niveau. Et c'est dans notre numéro, je crois, 10, donc il y a une petite dizaine d'années, que nous avons publié les résultats des recherches de Abel Montagut sur ce qui s'est passé autour du voyage d'études. Donc c'était publié d'abord sur Internet et après dans un numéro de Bletla Monaco. Bon, peut-être que vous avez des questions. Oui. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas, je suis Bernard Sinouquet, je suis responsable de cette maison. Concernant, alors je ne vais pas intervenir sur la question de l'espéranto, mais sur le roman, et après je fais une petite remarque sur Julien et l'antisémitisme. Alors sur le roman Voyage d'études, alors le problème c'est que, je vous avoue, là cet après-midi, on est en fin de semaine, donc je n'ai pas vraiment bien révisé. Ce que je me souviens, moi, c'est qu'il y a un moment donné, l'écriture s'arrête. Alors, bon, d'abord, Jules Verne a peut-être d'autres projets, il avait toujours des choses en cours, hein, et à des niveaux de préparation différents. Et donc, il y a vraiment une période dans la colonisation de l'Afrique, et principalement de l'Afrique centrale, où il y a plus que des exactions, des crimes de guerre, aussi bien du côté belge, mais aussi du côté français. Il y a à un moment donné une expédition, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui n'est plus sous contrôle de l'État français, ils vont être des vrais seigneurs de la guerre, ils vont faire des massacres, alors je ne sais plus si c'est dans le Tchad ou dans ces régions-là, et donc il y a vraiment tout un problème. Et je pense, j'ai l'impression, alors le problème c'est que j'ai l'impression ou Jules ou Michel ne se sont pas relancés dans la période où tout ça vient, forcément, vous imaginez, ça fait la une des journaux, il y a des procès, il y a des choses comme ça. J'ai l'impression qu'il y a un peu une espèce de rétropédalage, ou de l'un ou de l'autre, je ne sais plus lequel, pour ne pas continuer l'écriture du roman. Oui, il y a certainement cet aspect qu'il pouvait se demander ce qu'on fait maintenant par rapport à la Convention française. Oui. Mais donc, je crois que c'est assez bien démontré dans les études de Abel Montagut, aussi bien en espéranto qu'en français. Il a fait des recherches en regardant des articles de presse de juillet et d'août 1903, donc les 2 mois où Jules Verne travaille encore sur 5 chapitres. Donc il fait vraiment le détail de jour en jour de ce qui était à la une de la presse française. Et donc il constate que
on commence de parler du scandale belge en Oui. juillet 1903. Il y a une petite interruption de 10 jours, on en parle peu parce que c'est la mort du pape Pie II, je crois, et l'élection de notre pape, donc c'est ce que j'intéresse. Donc, à l'évidence de la presse française, c'était quand même plutôt à la lumière de ce qui se passe dans le Congo belge qui s'est arrêté, mais ça n'exclut pas, bien sûr, même tout à fait au contraire, que c'était aussi par rapport au fait de guerre français qui devait se demander ce qu'il pouvait faire. Si j'ai du temps, parce qu'on a un nombre des notes, on a des notes de travail sur les études dans nos collections. Alors je me demande si ce n'est pas aussi des textes de Michel Verne, où il se documente énormément sur cette colonne militaire française en Afrique centrale. Alors moi sur l'antisémitisme, j'ai trouvé, bon ça fait quand même, je m'occupe de Julien depuis 2000, donc ça fait quand même bientôt 20 ans. Bon, je dirais qu'il y a une certaine espèce de compagnonnage, mais j'ai quand même la dent beaucoup plus dure que vous sur l'antisémitisme de Julien. Ce n'est pas un antisémitisme de circonstance, ce n'est pas lié au personnage. Je pense qu'il est antisémite, hein, comme l'était d'ailleurs, je dirais, une partie importante de la population, et surtout, rappelons quand même les origines bourgeoises de Julien, et que la bourgeoisie était naturellement antisémite. Bon, alors, on va peut-être m'accuser de caricature, même, enfin, il y a quand même quelque chose, quoi, je veux dire, c'est quand éclate. Mais sans vouloir forcément le défendre, je me demande, donc, au moins il n'était pas plus antisémite que le mouvement. Oui, voilà, non, il n'est pas plus. C'était dans le courant de l'époque. Hein, donc quand il y a l'affaire de. Je n'ai pas toujours du mal à retenir le nom de ce. Hein du Polonais, oui. Ah, Olszewski. Olszewski, parce qu'il y a une superbe lettre de la sœur de Jules qui dit vous vous rendez compte, on dit que Jules Verne, construit en Pologne, un Polonais, et en plus un Juif. Le truc, moi je pense que Jules Verne, et je veux dire, l'affaire Dreyfus, il a fallu quand même attendre le cri de Zola, de J'accuse, pour que l'opinion publique se réveille. Je pense que là-dessus, il y a quelque chose qui va, bon alors c'est vrai, vers la fin de sa vie, il est certainement beaucoup moins, mais comme il était au début de son âge adulte, il était royaliste, il va se faire élever ici sur une liste républicaine, sans déjà pas trop y croire, hein, à la fin quand même, il reconnaît en séance du conseil municipal quand même que le régime républicain, mais entre-temps, bon, voilà, la Troisième République, en France, a fait ses preuves. Voilà, c'est ça. Et maintenant, donc encore une fois, je ne veux pas forcément vous contredire, mais je me demande, je me dis que par rapport à l'affaire Dreyfus, ce n'était pas forcément une évolution par rapport à l'antisémitisme ou pas, c'est plutôt un auto-questionnement par rapport à est-ce que toujours l'État a raison, est-ce qu'on peut faire confiance à la juridiction. Donc si on regarde, il y a les Falakip, mais il y a aussi un drame en Livonie. Donc dans les deux, il y a une question des décisions injustes. Et c'est à la même époque. C'est vrai qu'il est dire que ça, il y a à propos de Hector Servadac, il y a une très belle lettre, très poignante d'ailleurs, du grand rabbin de Paris, qui écrit à Hetzel et qui écrit à Berne en disant mais qu'est-ce que vous avez fait là, quoi, je veux dire, qui s'interroge, parce qu'y compris même dans les écoles confessionnelles juives à Paris, ailleurs en France, les enfants lisent Jules Verne, quoi, donc. Mais c'est vrai que je pense qu'il était. Voilà, mais il est dans un contexte. Il faut toujours se souvenir des contextes idéologiques dans lesquels les gens évoluaient à l'époque. Maintenant, on ressort ça, parce qu'il y a eu une polémique un temps, quand Jules Verne est un peu revenu sur le devant de la scène bien dans les années 2000, on avait ressorti ça, mais la personne qui l'avait fait l'avait ressorti sans expliquer le contexte. C'est quand même. Et moi, je dis qu'à un moment donné, oui, il ne faut pas non plus cacher sous le tapis un certain nombre d'opinions qu'avait Jules Verne sur le monde. Voilà, c'était ses opinions. Elles n'ont pas été figées, elles se sont évoluées, mais elles ont existé. Ouais. Et souvent, ça peut poser problème aux traducteurs aussi. Hein. Aujourd'hui, le contexte est différent. Oui, c'est comme sur le colonialisme. Oui. Aujourd'hui, on aurait du mal à admettre certains propos colonialistes.
Oui, je me suis confronté à ce problème, je crois que c'était dans l'agence Thomson et compagnie qui est communiquée par Michel. Je ne sais plus quelles étaient les phrases, mais je me devais vraiment me poser la question comment je traduis ça en Word pour que ça passe. Et d'ailleurs, de façon anecdotique, quand j'ai, il y a peut-être 2-3 semaines, affiché sur Facebook que j'allais faire cette conférence ici, à une connaissance américaine, espérantiste, qui a traduit des textes de l'espéranto vers l'anglais, me dit « Mais quelle coïncidence! Moi, presque le même jour, je vais donner une conférence sur les traductions de Jules Verne en yiddish. » Donc, c'est intéressant de les demander, est-ce que les traducteurs en yiddish se sont confrontés à des textes antisémites et si oui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Peut-être qu'ils avaient trop l'habitude. Peut-être qu'il y avait rien à changer, je ne sais pas. Mais forcément, ça c'est une question qui se pose non seulement par rapport à Jules Verne, mais toujours par rapport un peu à l'esprit de l'époque. On peut se demander quels seront les traits de caractère des textes écrits en 2020 qui sont repréhensibles, qui sont questionnés en 2050 ou en 2080. Nous ne savons pas. Ça change assez vite. Bon, merci. Est-ce que l'espéranto, justement, découvert en 1903, n'aurait pas fait évoluer Jules Verne dans un sens justement plus raisonnable et moins antisémite? Oui, on peut se demander, mais moi j'imagine que même s'il avait vécu plus longtemps, probablement il n'aurait pas eu le temps, il aurait fait autre chose. Je n'imagine pas en espérantiste trop active, ou bon, il se serait abonné à des revues, peut-être qu'il aurait un peu lu en espéranto. Mais même, est-ce que la littérature espérantiste de l'époque était de nature à ouvrir l'esprit dans le même sens où c'est le cas aujourd'hui? C'était un mouvement plus européen à l'époque, c'était un mouvement plus, je dirais, positiviste. L'espéranto était surtout vu à l'époque comme quelque chose de pratique. Bon, bien sûr, il y avait l'idéaliste comme Théophile Carr qui déjà parlait des effets de l'espéranto sur la fraternisation, etc. Mais mon impression, c'est que jusque dans les années 20 ou 30, l'espéranto est beaucoup plus vu comme un outil, beaucoup moins idéaliste, et on l'idéalise moins. C'est après qu'on a des figures comme Giulio Baghi, qui était appelé la Rome, l'homme humain, qui, dans toutes ses œuvres, parlait de l'esprit de fraternisation causé par l'espéranto, dont les 2 premiers romans se passent dans des camps de prisonniers en Russie et qui montrent des gens qui, en étant prisonniers de guerre, donc de nationalités différentes, apprennent l'espéranto et se fraternisent. Et ce qui était d'ailleurs le cas réel, dans 2 semaines, je vais donner une autre conférence, mais ça sera en espéranto, à Louvain, sur un autre personnage et l'espéranto. Et cet autre personnage, c'est George Soros, le milliardaire américain. Donc lui, il était espérantiste, sa famille était espérantiste, surtout son papa, Theodor Schwarz, à l'époque, après ils ont changé de nom. Donc Theodor Schwarz, c'était quelqu'un, imaginons, bon, les juifs à l'époque en Hongrie étaient aussi ou même plus assimilés qu'en France. Donc souvent les juifs en Hongrie n'étaient pas du tout religieux et souvent ils changeaient de nom pour avoir un nom complètement hongrois, ce qui était donc le cas de la famille Soros. Et donc son papa, Theodor, ou Teodoro dans la version espéranto, est parti à la guerre, la Première Guerre mondiale, il avait 25 ans je crois, un peu moins. Et comme beaucoup, il partait fleur au fusil en pensant qu'il écrit dans ses mémoires « Je voulais absolument participer à cette guerre parce que je n'étais pas sûr que dans ma vie il y aurait d'autres guerres. » C'était un peu raté. Et donc il s'est retrouvé à Vladivostok, un peu loin de Budapest, dans un camp prisonnier. C'est un peu plus tôt dans un autre camp qu'il a appris l'espéranto, mais donc dans un contexte d'internationalité forcée avec d'autres prisonniers de guerre. Et dans ses mémoires sur la Première Guerre mondiale, il décrit comment il est revenu de Vladivostok en partie à pied jusqu'à Budapest avec d'autres. Et donc, en chemin faisant, il s'est arrêté à Moscou, il a cofondé l'association soviétique de l'espéranto. Après, il est rentré au pays et à Budapest, il était le cofondateur de ce qui était la revue littéraire la plus importante, la littérature du monde, dans l'entre-deux-guerres. Et on raconte d'ailleurs, ça c'est le sujet de ma conférence en 2 semaines, donc on raconte que la fortune de la famille Soros, à l'origine, vient de l'espéranto, parce qu'il y avait un contexte de superinflation en Hongrie,
et en produisant quelque chose qui pouvait se vendre dans les pays de l'Ouest, comme par exemple une revue littéraire espéranto qui pouvait avoir des abonnés partout, donc on se faisait des bénéfices, et c'est surtout lui donc qui a donné le capital à cette revue, et il paraît que c'est par les bénéfices qu'il s'est acheté 2 immeubles à Budapest, et après, même s'il était avocat, il n'avait pas besoin trop de pratiquer son métier. Il était plutôt rentier de ces immeubles. Après, il s'est acheté un immeuble à Vienne, un autre à Berlin. Et bon, Berlin, à cause du nazisme, ils ont dû abandonner. Mais la famille a toujours gardé l'immeuble à Vienne, de sorte que, comme en 1956, la Révolution hongroise, Theodor Soros, qui était âgé de 60 ans à l'époque, quitte enfin la Hongrie. Ils passent par Vienne et ils habitent dans leur immeuble de Vienne. Bon, ça c'est un eux, donc c'est quelqu'un d'autre qui a fait l'espéranto. Et donc son fils, George, il a quitté la Hongrie avec son papa en 1948 pour participer à un congrès mondial, le premier après la guerre. Donc le papa est revenu à Budapest, mais son fils, George, il a continué pour aller en Angleterre, où il a représenté les jeunesses hongroises espérantistes. Et il a fait des propositions en espéranto de faire un voyage de propagande à vélo à travers les pays de l'ouest de l'Europe. C'est un peu presque à Jules Verne, un voyage à vélo, en propagande. Et on voit le futur financier, parce que donc, il publie un article dans la Jugend Esperantista où il dit qu'il est prêt à co-organiser ce voyage. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes financiers, notamment on ne peut pas facilement changer à l'époque des devises de différents pays. Donc il parle assez longuement de ça. Et après, je crois que le voyage ne s'est pas réalisé parce qu'il n'y a aucune trace dans la presse espérantiste après cela. Bon, je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de George Soros. Il est fort dommage qu'il n'investisse pas maintenant une partie de sa fortune pour la propagande. Donc le papa a écrit un deuxième livre sur comment il a survécu la Deuxième Guerre mondiale à Budapest. Et en l'an 2000, ça a été publié en anglais et une deuxième édition en espéranto. Donc nous avons demandé à la famille s'il veut bien contribuer, mais ce n'est pas lui, c'est son frère Paul qui a donné $10 000, mais seulement suffisant pour une réédition en espéranto du livre du papa. Et l'édition américaine devait être lancée le 11 septembre 2001, ce qui n'a pas contribué à la propagation du livre tout de suite, mais après, ça a été publié en allemand, en japonais, en russe, en turc, etc. Et on voit dans la traduction. Mais quand on l'a publié en 2002, on voit presque que personne ne l'a remarqué. C'est bizarre, comme c'est le nom de Soros, déjà à l'époque, c'était un peu diabolique. J'ai republié la traduction il y a 1 an, et là, ça sonne un peu mieux. Parfait. D'autres questions? Ça vous donne envie de lire, de relire, je veux dire? Si oui, en quelle langue? Ou de traduire, je veux bien en espéranto. Justement, c'est ce que voilà. C'est bien que tu en parles parce que j'avais proposé à Jean-Claude de parler de ce nouveau projet de traduction. Comme il y a peu de livres de Jules Verne traduits, on a proposé justement, dans le cadre de ce cycle Jules Verne et Villon, à l'association locale Espéranto 80, et notamment Jean-Claude, qui a déjà un peu d'expérience en matière de traduction, et bien de se lancer dans la traduction d'une nouvelle œuvre de Jules Verne. Alors on a choisi une nouvelle qui est déjà assez conséquente, assez burlesque, un peu moins connue, une fantaisie du Dr. Ox. Et on l'a choisi également pour son actualité, puisque c'est l'histoire d'un savant, le Dr. Ox, qui utilise la population d'une petite ville flamande imaginaire, hein, ce qui est assez rare dans l'œuvre de Jules Verne, lui qui est toujours très précis en matière de géographie. Il ne voulait pas froisser les Flamands. Voilà. Et donc, il utilise cette population pour faire des essais. En fait, ce sont les cobayes de son expérimentation d'un gaz oxydrique qui va les rendre complètement fous alors qu'eux sont très placides de nature. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Ça va en écho avec, on va dire, la place les dérives de l'utilisation des sciences de nos jours, les limites aussi que doivent avoir les techniques et les sciences.
On a des flamands qui s'enflamment. Voilà, cette nouvelle, elle va être publiée dans une version bilingue, espéranto, français, donc dans un but aussi, non seulement déjà de redonner une actualité à cette nouvelle qui est quand même fort intéressante et qui présente une autre facette de Jules Verne dans son écriture, un peu moins connue, plus drôle, plus burlesque, on va dire. Et d'un autre côté, qui a aussi un objectif pédagogique d'apprentissage, surtout dans sa version bilingue, français, en tout cas pour les Français, français espéranto. Et on a profité de ce projet d'édition éditoriale pour y associer des jeunes, puisque, comme Jean-Claude le répète, à loisir, l'espéranto c'est une langue d'avenir pour les jeunes. Tout à fait, toujours. Voilà. Ça, toujours. Pour associer des jeunes de l'Université de Picardie, de l'UFR Art, qui ont créé justement des illustrations originales pour cette publication bilingue. Il y aura une exposition à partir de fin mai pour inaugurer donc cette traduction et découvrir les illustrations des travaux des étudiants. Donc il y aura lieu ici à la maison Jules Verne. Voilà, j'ai fait la publicité. Jules Verne et l'espéranto, ce n'est pas fini. Voilà. Au contraire. En tout cas, merci beaucoup à Einstein d'être venu. Merci à vous. Pour cette J'ai pas dit conférence. que c'était un rêve d'enfance pour moi. Quand j'ai lu la biographie de Jules Verne, bien sûr, on parlait de cette maison, je voyais des photos, et j'ai rêvé d'un jour de passer par un mien. Voilà, c'est chose faite. Je suis admis. Merci beaucoup en tout cas pour cette conférence ce soir.